Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bienvenue à tous, Si on parlait donne la parole toute la semaine à ceux qui font l'actu près de chez vous. Avec ce soir un explorateur scientifique qui veut sauver la planète, une association qui se bat pour ouvrir les frontières du voyage aux personnes en situation de handicap et de grands enfants qui jouent avec des figurines et organisent, c'est très sérieux, le plus grand wargame du monde et ça sera à Grenoble au Palais des Sports. Avec nous, Nicolas Plein, bonsoir. Bonsoir Lucille. Explorateur scientifique, Frédéric Fouladou, bonsoir. Bonsoir. Avec Greg Mania, un néophyte, justement. Exactement. Vous êtes organisateur donc, de cet événement dont on va parler dans un instant. Et puis Yamina, bonsoir. Bonsoir, Yamina Hautmeny, vous êtes présidente de l'association Voyageons avec Mina. On revient vers vous dans un petit instant. Alors, Nicolas, il peut changer le monde, pourtant ce n'est pas un super-héros. Enfin si, c'est un super-héros ordinaire. Apparemment, moi aussi, je suis une super-héroïne. Je peux le devenir, vous aussi. Chacun peut changer le monde et c'est cette conviction à vous qui guide votre action. Vous allez chercher très très loin les clés pour les donner à tout le monde. C'est un petit peu ça le sens de votre démarche ? Ouais, c'est exactement ça, c'est de montrer que chacun à notre échelle, on a vraiment le pouvoir de changer les choses par nos moyens de consommer, notre interaction avec les autres, dans notre vie personnelle, professionnelle ou associative. On peut vraiment changer les choses et être acteur de ce changement. Alors, c'est pour ça que vous êtes explorateur, scientifique, donc ingénieur, réalisateur, observateur, consommateur. Un terrien qui prend la voie des airs pour tenter de préserver cette belle planète et notamment ses reliefs. Alors, les Alpes, c'est votre passion depuis toujours ? Les Alpes, je viens d'un petit village qui est au sud de Grenoble, qui s'appelle Saint-Paul-de-Vars. On connaît bien, c'est dans la métropole grenobloise. C'est ça, c'est un petit village qui est vraiment au pied du Vercors. Et dans ce petit village-là, depuis tout petit, je fais des randonnées pour découvrir la montagne, aller se balader, découvrir nos magnifiques paysages des Alpes. Et c'est vraiment incroyable quand on voit ces paysages, la beauté de ces paysages et de ces écosystèmes, on a vraiment envie de les protéger. Voilà, ça c'est votre conscience environnementale qui est née de vos balades tout jeunes. Oui, c'est ça. Et puis j'ai 28 ans aujourd'hui. Et en 28 ans, déjà, on a vu des changements incroyables s'opérer au niveau de ces paysages-là. Et c'est ce qui nous pousse à vraiment essayer de les préserver et de donner notre énergie, notre motivation pour s'impliquer sur ces sujets. Mais alors, à quel moment vous vous êtes dit « je vais agir » ? À quel moment ça s'est passé ? C'est vraiment une continuité, en fait. C'est une continuité. On voit la montagne se transformer, on voit des actions se faire au niveau global avec les COP et avec d'autres actions de ce genre-là. Et on se dit, au début, on attendait un petit peu qu'il y ait un sauveur qui vienne nous sauver au niveau global et qui nous permette de répondre à ces sujets, au sujet du dérèglement climatique. Et là, petit à petit, on est en train de se dire, en fait, non, il n'y aura pas de sauveur. C'est nous tous qui allons pouvoir changer les choses. Et c'est exactement ce que vous disiez au début. On est tous les héros de cette lutte contre le dérèglement climatique. On a vraiment le pouvoir de faire changer les choses. Alors, ce que peut faire chacun, on y vient dans un petit instant. Vous, en tout cas, ce qui est sûr, vous n'y êtes pas allé par quatre chemins. Enfin, si, justement. Diplômé de Polytechnique, X-Pont, on va dire, c'est-à-dire Polytechnique, l'École nationale des ponts et chaussées, l'Université de Berkeley aussi aux États-Unis. Vous êtes aussi docteur en sciences du climat à l'UGA. Et alors, on ne va pas détailler votre CV, mais vous avez intégré notamment le cabinet de Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement, dans l'équipe de la COP21. Vous êtes aussi expert pour la Fondation Solar Impulse. Et donc, vous avez la connaissance, on peut le dire, à travers justement votre parcours universitaire. Mais vous avez aussi cette connaissance, mais votre démarche, c'est de porter cette connaissance à travers l'image, notamment. Alors, vous avez été à l'origine de cette collection documentaire qui est en train de voir le jour. Donc, le premier volet, Il faut sauver les Alpes, est terminé, d'ailleurs. C'est ça, on l'a terminé fin août. Voilà. Et là, on l'a présenté, il a été diffusé sur Ushuaïa, TV, en février. ouais. Et il est multidiffusé 48 fois sur Ushuaïa. Et l'idée, il va être dans les différents festivals de films. Là, au Festival de Cannes, en mai prochain, il sera diffusé aussi. Et l'idée, c'est vraiment de montrer justement toutes les actions qui se font au niveau local. Donc, il a été achevé, en tout cas dans sa version définitive. On voit ça avait été projeté au Festival de Cannes l'an dernier, d'ailleurs, ce teaser, accompagné d'ailleurs de 8 fictions pour sensibiliser déjà sur ce thème de la préservation. Ce premier volet fait partie d'une collection que vous appelez une collection positive. C'est quoi ? Alors l'idée, c'est vraiment de développer des nouveaux récits qui sont vraiment positifs, qui poussent à l'action.
En fait, ce qu'on voulait avec cette collection de documentaires, Il faut sauver, contrairement à des documentaires qui sont un peu catastrophistes, qui montrent tous les problèmes en fait, qui existent en lien avec le dérèglement climatique et qui font qu'après qu'on ait vu 52 minutes de documentaire, on est assis au fond de son siège et on se dit moi je peux... c'est la catastrophe, quoi. Il faut vraiment que soit je m'achète un bunker et je me protège de la fin du monde, soit je me dis finalement c'est fini. En fait, nous, ce qu'on veut vraiment montrer, c'est les solutions, les femmes et les hommes qui œuvrent au niveau local, qui proposent des solutions concrètes et réplicables. Et on veut qu'à la fin de notre film, le téléspectateur ait envie, se lève de son siège et se dise oui, moi aussi je vais agir et demain je passe à l'action, et on va lui proposer des clés pour passer à l'action. En fait, ça veut dire qu'il y a un gros problème aujourd'hui. Le monde n'est pas encore prêt à ça. L'industrie n'est pas encore prête, la mondialisation n'est pas prête, les transports. On pense d'abord aussi aux avions, aux bateaux, aux industriels. C'est pas facile de changer ça. Par contre, on agit là où on peut, et agir où on peut, c'est à l'échelle de l'individu qui fait que ce petit geste, ça va faire un gros effet papillon. Oui, et puis je pense qu'aussi qu'il y a quand même un virage, même au niveau des industriels, au niveau des gouvernements. En fait, finalement, les industriels et les gouvernements, il faut se rappeler que c'est avant tout des citoyens qui les constituent. Donc ceux qui dirigent les entreprises, ceux qui dirigent la France et tout ça, ils veulent ce que veulent aussi les citoyens, parce que c'est les citoyens qui font partie de ces gouvernements, qui font partie de ces entreprises. Et finalement, en donnant des récits positifs, en montrant un monde et en donnant les solutions qu'on va pouvoir mettre en place pour changer ce monde, que ce soit au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel, au niveau associatif, on va embarquer l'ensemble des personnes de notre société. Et donc cet ensemble des personnes, dedans, il y a des personnes qui travaillent aussi dans des entreprises, qui travaillent dans des gouvernements, et qui vont pouvoir agir aussi et faire changer les choses de l'intérieur. Alors, il est aussi beau, ce documentaire. Vous survolez la Terre en parapente. Survoler dans le silence, déjà pour observer les reliefs, pour voir et pour mesurer. Vous êtes aussi équipé de capteurs de polluants. 4 capteurs, c'est ça, sur votre parapente? C'est ça, on a plein de capteurs. On a des capteurs de pollution atmosphérique qui permettent de mesurer 4 types de polluants atmosphériques qui sont rejetés par différentes sources de polluants. Là où on ne peut pas les capter, par exemple, à 5600 mètres... au-dessus du Mont Blanc. Au-dessus du Mont Blanc. Alors, au-dessus du Mont Blanc, on y va tout de suite, justement, avec un extrait de cette collection, de ce premier volet, donc de cette collection. Il faut sauver les Alpes au-dessus de la vallée de Chamonix. On voit super bien l'aiguille du Midi. Ouais, on voit toute la face nord qui est bien sèche. Ah ouais, c'est vrai qu'on la voit vraiment bien là-bas. Là. Tous les dépôts d'écroulement qu'on voit quasiment au pied de chacun des couloirs. Et toi, Ludo, en tant qu'habitant de la vallée de Chamonix depuis des dizaines d'années, est-ce qu'à ton échelle, tu as vu des changements déjà? Ah bah oui, regarde, là, on va survoler le glacier des Bossons. Le glacier des Bossons, quand j'étais petit, j'allais chercher mon père qui finissait ses écoles de glace sur la partie plate, là-bas en bas, entre les moraines. Aujourd'hui, on voit où le front du glacier est situé. C'est juste un changement hallucinant. Ah, donc tu veux dire que le glacier des Bossons, quand tu étais petit, il arrivait jusqu'en dessous là-bas? Exactement, voilà, au niveau du bas de la forêt. Alors en longueur, on a perdu plus de 500 mètres. Plus de 500 mètres. Voilà, c'est ça qui est alarmiste. En revanche, vous, votre démarche, elle est positive. C'est-à-dire, bon, il y a ça, mais on va tous agir. Et agir à son échelle, c'est notamment ces petits gestes. Alors nous, on les connaît bien à Grenoble, les bons réflexes. Avec cette série documentaire, on découvre par exemple la visite, c'est Heidi, c'est ça? C'est ça, Heidi Sylvestre, qui est glaciologue, voilà. et qui co-présente avec moi ces émissions Il faut sauver. Et qui se glisse en fait dans la peau du citoyen pour aller découvrir par exemple un Ripper Café. Ça, c'est vraiment, alors certains ont des enfants ici sur ce plateau, le jouet qui marche plus, leur petite veilleuse préférée, on ne va pas la jeter, on ne va pas la donner, on va la réparer tout simplement. Oui, c'est ça, il y a plein d'appareils, des appareils électroménagers, des grille-pains et tout ça. Ça permet d'éviter de jeter, d'éviter d'acheter des nouveaux matériels, mais il y a aussi plein d'autres choses comme on voit ici. Ils créent leur propre savon, leur propre déodorant et tout ça. Et ça permet vraiment aussi de recréer du lien social. En fait, il y a l'ensemble des citoyens, enfin beaucoup de citoyens qui se regroupent au niveau de ce Ripper Café. Ça recrée du lien social, ça permet d'échanger des bonnes solutions, des bonnes pratiques, et ça nous permet vraiment d'avancer tous ensemble vers un projet commun, positif et optimiste par rapport à ces questions-là. Donc votre démarche, elle est très globale, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect environnemental qui ne va pas sans l'aspect humain et l'aspect social. Non mais complètement, en fait, toutes ces solutions, on montre qu'elles sont bonnes pour lutter contre le dérèglement climatique, donc pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais elles permettent aussi de réduire les polluants atmosphériques, améliorer la santé humaine, recréer du lien social, et elles sont aussi bonnes pour le porte-monnaie généralement des Français. Donc on a vraiment tout, en fait, même si on pense qu'il n'y a pas de problème de dérèglement climatique, s'il y en a encore qui le pensent, et ben, en fait, ils peuvent mettre en place ces solutions parce qu'elles vont être bonnes pour leur porte-monnaie, pour leur santé, pour plein d'autres choses. Vous y croyez, hein? Vous êtes très positif. En fait, on n'a aucune raison de ne pas y croire parce que c'est vraiment ce qui se passe sur le terrain.
On vous donne rendez-vous au Festival de Cannes, du coup, pour la projection de ce documentaire. Et pour toute la suite, il y en aura combien? Une soixantaine de documentaires? Alors l'idée, on va en faire plusieurs par an. On va peut-être aller sur d'autres géographies. On va aller sur d'autres endroits en France. Ça peut être la Provence, ça peut être les volcans d'Auvergne, ça peut être la Bretagne. Et l'idée, c'est vraiment de montrer toutes ces solutions qui existent au niveau local et de voir comment les personnes au niveau local, les femmes et les hommes, agissent pour préserver leur écosystème et pour trouver des solutions. Parfait. Où est-ce qu'on peut les revoir, vos documentaires? Alors là, ils sont en replay sur les plateformes qui sont associées à Ushuaïa. Et on va faire plein de projections dans les différents festivals de films. Donc le Festival de Cannes, mais aussi il y aura des projections locales. On va faire une projection dans mon village à Saint-Paul-de-Vars, mais aussi au Festival de films d'Autran ou à d'autres types de festivals. Et si vous voulez participer, nicolasplein.fr. Et vous avez toutes les clés dans vos mains, à vous aussi. Yamina, qu'est-ce que ça vous inspire, ce voyage en l'air pour sauver la planète? C'est une bonne initiative, c'est positif. Le parapente, déjà, c'est génial. J'en ai déjà fait moi-même et c'est génial. C'est une bonne initiative. Vous en avez fait avec un peu d'appréhension ou pas plus que ça? Un peu, au décollage, quand même, un peu. Et quand même, parce que vous êtes aussi là pour montrer à tout le monde que c'est possible. Voyager, c'est possible pour tout le monde, quel que soit le handicap. Vous êtes la présidente de l'association Voyageons avec Mina. Vous vous appelez Yamina Otmani. Cette association, elle est domiciliée à Cap-Beria. Et le 14 mars prochain, vous proposez une rencontre dans ces locaux de Cap-Beria avec des projections, des témoignages autour donc du voyage des personnes en situation de handicap. C'est votre combat, c'est de donner espoir aux personnes handicapées, quel que soit le handicap, de voyager en toute sécurité. Oui. En toute sécurité, ça part justement de votre expérience personnelle. Oui, parce que j'ai eu un problème avec une compagnie aérienne, Turkish Airlines, qui m'a endommagé mon fauteuil qui coûte 23 700 € quand je suis partie en Corée du Sud en 2016. C'est un fauteuil électrique dont vous disposez ici. On peut voir d'ailleurs des images de ce voyage. Le voyage en lui-même n'a pas été inaccessible. C'était un beau voyage en Corée. C'était un très beau voyage. J'ai fait de très belles rencontres. J'ai beaucoup mangé. C'est très bien. On va vous voir en train de manger d'ailleurs dans 2 petites secondes. Je vois, dans les photos que vous m'avez proposées, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de... c'est qu'on y mange bien aussi. Et c'est beau, on y voyage bien. Pas de problème sur ce voyage. Voilà. Alors là, vous buvez. C'est vrai. Je ne sais pas ce que c'est. Ça a l'air bien bon en tout cas. Donc on mange bien. Il n'y a pas de souci pour circuler. On dit souvent que la France est assez en avance avec l'accessibilité. En fait, la Corée du Sud, j'ai été vachement impressionnée par la politesse des Coréens, leur bienveillance à mon égard. Et puis, ils n'ont jamais vu des grands yeux. J'ai les cheveux bouclés normalement et c'était assez impressionnant pour eux. Ils étaient très bienveillants. C'était vraiment bien. Sauf que sur le voyage retour, effectivement, donc on prend le fauteuil, comme ça, dans la soute, et ce qui a cassé votre fauteuil. Et c'est de là que vous est venue cette idée de cette association. Votre voyage, c'était en 2016 ? Oui, mais en fait, bien avant, j'avais un projet de... Je cherchais ce que je pouvais faire pour aider pour le domaine du handicap, parce que je trouve que le handicap, c'est une option qu'on n'a pas choisie, je dis souvent. J'ai pas l'option corde à sauter, mais c'est pas grave. Et on peut vivre avec un handicap et il faut dédramatiser le handicap parce qu'on peut faire plein de choses. Il faut pas se donner de limites. Vous êtes né en situation de handicap. Vous avez toujours vécu vos contraintes. Pour vous, c'est votre force, justement. Et c'est le message que vous voulez véhiculer. Oui, c'est que avant d'être un handicap, on est des femmes, des hommes. Voilà. Et il faut pousser les portes. Alors, votre association, justement, elle recherche des financements. Vous avez ouvert une campagne de financement participatif sur la plateforme Litchi, où on découvre aussi que l'accessibilité, ça commence avec les autres. Et ce que vous défendez, c'est la mixité valide-invalide. Oui, c'est ça, l'inclusion. L'inclusion. C'est-à-dire qu'on a tous le même cœur qui bat et qu'on vient tous d'origines différentes et il faut tous
être solidaires les uns aux autres. Et dans votre association, des bénévoles valides, des personnes invalides. C'est ça. Une association où on peut apprendre les langues, par exemple. langues. C'est une démarche très globale. L'accessibilité, ça commence aussi par la barrière de la langue, Oui. mais également la location de fauteuils, Oui. la réparation. En La fait, vous réparation. avez plusieurs pôles. Oui, C'est ça que c'est vous voulez ça. développer. On a un pôle langue pour apprendre une langue, on a un pôle réparation, location. En fait, réparation, c'est parce que en fait, quand on est en situation de handicap, il faut savoir que les revendeurs de fauteuils ne réparent pas le samedi et le dimanche. Et que si on est en panne, qu'on crève, et ben on reste dans notre lit et voilà, et on se débrouille et voilà, on Et vous, à attend. tout moment, vous voulez chercher des solutions. Voilà, c'est ça. Et la location de fauteuils pour les voyages, pour pas que ça arrive aux autres, ce qui m'est arrivé en fait avec Turkish Airlines, c'est-à-dire qu'on leur prend leur fauteuil quotidien et on leur loue à moindre coût un fauteuil. Qu'il soit électrique ou manuel. Et ça coûte vraiment très cher un fauteuil. Donc c'est pour ça qu'on cherche beaucoup de financement. Oui, vous disiez 23 000 euros Ouais, c'est ça. en moyenne pour un fauteuil électrique Oui. comme le Et vôtre. surtout que pendant un voyage, j'ai pu observer qu'il faut un fauteuil vachement malléable pour qu'on puisse le mettre dans les taxis ou autres pour les transports en commun. Et vous voulez donner aussi des clés sur les endroits qui sont très accessibles, Oui, c'est ça. ceux qui le sont un peu moins, Voilà. des conseils. Vous Voilà. n'êtes pas une agence de voyage pour personnes Non, handicapées. non. Votre but, c'est pas d'organiser des voyages pour les personnes Non. en situation de handicap. Non, C'est c'est juste vraiment- leur permettre de voyager. En toute Comme tout le tranquillité. monde. Oui. Et qu'on oublie un peu le handicap. Il n'y a pas que le handicap moteur, il y a le handicap sensoriel, mental et social. Parce que j'ai travaillé dans une école maternelle et j'ai vu des disparités entre les enfants. Ça rejoint la culture. C'est que la culture, c'est ouvert à tous, qu'on soit d'un milieu défavorisé ou pas. On a tous droit à la culture, donc voilà. Donc, il y a un pôle culture dans votre C'est association. ça. En fait, vous êtes une plateforme, plus C'est qu'une ça. association qui va aider. C'est ça. Vous êtes un lieu où on vient y chercher aussi différentes choses, ça. mettre en relation. C'est ça. Et la culture, comment est-ce que vous voulez développer ça, justement? On aimerait faire des sorties au musée avec des enfants, faire des rencontres aussi pour faire tomber les préjugés, éduquer l'enfant sur le handicap en fait, à travers des sorties avec des enfants handicapés et non handicapés, des choses comme ça, voilà. C'est une petite association, c'est une petite structure, mais il n'y a pas de petit acteur. Ouais, On c'est peut ça. faire aussi des grandes ça. choses, ça vous y croyez. Oui. D'où cette plateforme Litchi. On tape Voyage pour tous et on tombe Oui, directement c'est ça. dessus hein, sur cette plateforme Litchi C'est ça. pour avoir les moyens c'est pas vraiment votre combat, c'est vraiment votre sens presque, Oui. hein, le sens de votre vie aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, c'est super, génial, ça. ouais, c'est clair d'avoir enfin, un sens comme ça et de pousser et de faire toutes ces actions pour essayer d'arriver au but. Quoi. C'est vraiment génial. Quoi. Je suis C'est pas toute inspirant, seule. quoi. Hein. Très belle Je suis cause. pas toute seule. Hein. Mhm. J'ai 7 petits bénévoles qui sont avec moi tous les jours, qui regardent leur portable parce que des fois, Yamina elle en demande trop. Hein. Oui, mais c'est comme ça qu'il faut faire aussi. Et avec donc beaucoup de bénévoles valides, invalides, comme on le disait, peu importe. Voilà, votre but, on espère que chacun va pouvoir vous y aider. Ça, c'est sûr. La confiance en vous. Manquez Oui. pas de caractère et même de dérision aussi. Vous voulez qu'on voyage encore un peu ? Cette fois-ci dans l'univers des Wargames. Vous savez ce que c'était, les Wargames ? Non, pas du tout. C'est vrai, vous êtes un peu comme moi, vous. Le Wargames, donc, ces garçons sont de grands voyageurs, en effet, dans un univers très singulier, dont on a un aperçu ici. Frédéric, Greg, vous organisez les French Wargame Days au Palais des Sports de Grenoble, les 14 et 15 mars. En croisant les doigts, bien évidemment, car à l'heure où nous enregistrons, tout va bien. Mais effectivement, le coronavirus Covid-19 peut peut-être gâcher la partie, qui ne sera que remise, bien évidemment. Donc, à suivre, en tout cas, pas de souci aujourd'hui. Le Wargame. Alors, c'est un jeu de guerre, c'est un jeu de stratégie avec des petites miniatures. Alors, qu'est-ce que c'est que le wargame? Ouais, Qu'est-ce que c'est que le Wargame? question un petit peu difficile. Non. Le wargame, c'est un jeu de stratégie où, en fait, à la place des pions, on utilise des figurines.
D'accord. Donc c'est vraiment Aux échecs aussi, c'est des petites figurines. voilà, c'est un jeu vraiment un jeu de stratégie où la vraie différence, c'est les figurines que vous avez sous les yeux permettent, en plus de jouer, d'avoir un loisir créatif à part entière. D'accord, c'est ça, c'est la créativité. C'est ça. Voilà. En fait, qui est à la base. comme du coup voulait dire Fred, Ouais. autour de chaque figurine, vous allez avoir un univers. Mettez-la plus près de vous là pour qu'on la voit bien à côté de Et vous comme pour voir à quel point c'est vraiment tout petit. Ah non, petit, hein, votre c'est truc. vraiment, Ouais. c'est vraiment Mm. minuscule. Hein. C'est aussi grand qu'un doigt. Et en fait, Ouais. quand on va voir la figurine, au début, elle va être comme ceci. Donc, c'est Mhm. des grappes de plastique qu'on va venir monter et Ah, peindre. c'est pas vous qui créez Non, pas les. du tout. Vous n'allez pas les. D'accord. Voilà. Et en fait, chaque figurine, du coup, est associée à un univers spécifique que chaque personne va pouvoir s'identifier, comme par exemple, Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, les Warhammer, entre autres. Donc, nous, c'est vraiment notre univers à nous. Warhammer. Voilà. D'accord. Qui est un monde, du coup, vraiment à part. Et c'est essentiellement donc, des passionnés qui Bah vont oui. jouer, peindre, monter, faire du modélisme. Donc, ouais, non, c'est Alors. quelque chose de... Moi, oui, quelque chose d'assez spécial. Alors, bon, les échecs, il y a des règles. On a tous les mêmes figurines. Exactement. Donc, il y a plein de jeux différents. Il y a Énormément. autant de figurines. On peut créer ses propres jeux, en fait. Effectivement, donc le wargame, c'est un type de jeu. Il existe beaucoup de jeux différents, beaucoup de familles avec des règles qui vont être différentes d'un jeu à l'autre. Quand on joue à un jeu, on va suivre les règles qui sont édictées par le jeu. D'accord. Donc là, c'est 2 joueurs contre 2. Alors là, dans le cadre des French Wargame Day, c'est des parties qui vont opposer 2 joueurs, 2 contre 2. D'accord. 2 contre 2. Donc voilà. À la différence du jeu d'échecs où chaque joueur va jouer avec le plateau qui lui est donné, avec les pions qui lui sont donnés, là, dans un wargame, chaque joueur va choisir son armée parmi une sélection de figurines. Des pouvoirs spécifiques. Voilà, Exactement. Des Donc en fait, pouvoirs. la stratégie intervient relativement tôt parce que ça permet à chaque joueur de construire son armée. Donc il va choisir dans une liste les figurines qui l'intéressent, il va faire un premier choix, il va réfléchir à ses premières stratégies et il va pouvoir après, en jeu, les appliquer pour pouvoir avoir, on va dire, le meilleur résultat possible pour lui. D'accord. Donc voilà, on suit des règles établies par les éditeurs, mais on a une grande liberté. D'accord. Donc il faut réfléchir, c'est sûr. Il faut s'entraîner. Vous, ça fait qu'un an, hein, Greg, que Il vous faut- êtes dans voilà. ce milieu. Du coup, l'avantage que moi j'ai pu, du moins qu'on peut souligner aussi, c'est vrai que vu qu'on est plusieurs sur une table, quand on va peaufiner entre parenthèses son armée, on va s'adapter à l'autre. Donc forcément, on va créer des liens, on va rencontrer du monde et on va s'y affronter des personnes. Donc, c'est Alors vrai du qu'il y a- monde, beaucoup de monde. Parce que là, Énormément. alors, on va voir déjà des images au prisme de ces seins. Là, Ouais. au Palais des Sports, vous annoncez beaucoup plus que C'est ça. un peu la fourmilière, oui, ça Voilà. va être le triple. Ah, ça fourmille, hein. Il y en a. Et c'est vrai que du coup, on a quand même une très grosse communauté qui est derrière, que nous, Ouais. on souhaiterait fédérer, parce que le but, encore une fois, donc, est de créer un événement, de réunir ces passionnés-là, de leur proposer, on va dire, un événement à échelle voilà, immense, en fait. Du moins, c'est énorme. Oui, Parce que du coup, pour vous donner une petite idée, notre concurrent direct serait Las Vegas. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose de gros. Oui, bah c'est oui. génial. Et on a beaucoup, entre parenthèses, comme vous l'avez dit, néophytes, beaucoup de jeunes joueurs et débutants qui viennent pour rencontrer du monde à ce type d'événement et créer des liens sociaux. Oui, alors beaucoup de geeks aussi. Hein, parce que je ne sais pas si vous avez choisi les images en fonction, mais non, non, d'accord. Ok, pas du tout, parce que quand on vous voit, vous, mais là quand même. Nous, ça va en fait. Ouais. Ouais, nous, ça va. Oui, oui, bah, je vois ça. Je vois ça aussi. Non, on va respecter déjà les personnes qu'on voit ici à l'image. Mais non, c'est vrai qu'on a un peu cette image aussi du Après, la geek. différence, c'est vrai qu'avec- Là, c'est le contraire du geek, en fait, ce que vous faites. C'est que c'est Si pas vous le préférez geek, il est comparer sur un le tableau, numérique, c'est il ça. est devant son écran, tout est virtuel. Et justement, ce qui est assez génial dans votre démarche, c'est qu'à l'ère où tout est... Enfin, même les enfants sont sur les plays ou voilà, tout est toujours numérique, virtuel, n'existe pas. Là, vous avez un retour à l'objet avec cette passion autour de l'objet qui est très précis, qui est très précis, qui est très fin. Alors effectivement, là, qu'est-ce qu'on va trouver au French Wargame Day? On va trouver plusieurs choses. La première chose qu'on va trouver, c'est effectivement près de 1300 joueurs qui vont jouer, qui vont s'affronter. Ces 1300 joueurs sont divisés en plusieurs poules. Certains vont s'affronter en mode vraiment compétitif. Ils sont là pour gagner, ils sont là pour établir la meilleure stratégie possible. C'est des Ils veulent- gamers. Ouais, ils veulent vraiment s'affronter. C'est vraiment la poule D'accord. des gens sérieux qui veulent vraiment jouer. Et après, il y a d'autres modes qui sont ouverts à d'autres personnes qui veulent découvrir, s'amuser, passer un bon moment. Il y a des modes scénarisés. Ça veut dire qu'ils vont vivre tout au long du week-end sur les 4 parties qui leur sont proposées. Ils vont suivre un scénario que nous, on va leur proposer.
ils vont avancer et partager, échanger. Ah, il y a un petit côté jeu de rôle presque en fait. Oui, exactement. On s'identifie beaucoup. Exactement. À ce type de Il y a, on va trouver également, lors des French Wargame Day, on va trouver un événement peinture, un concours de peinture. Parce que Alors, si on prend... alors là, on a des images justement. Alors ça, c'est pas les Wargame Day du tout. C'était le salon des maquettes, par le salon des maquettistes, je crois qu'il s'appelait Colibri, il y a quelques années de ça. Là, on est en 2015. Et là, vous reconnaissez des figurines. En fait, c'est ça, la peinture de figurines. Alors, quand on dit que... C'est d'autres univers, mais oui, ça en fait partie. Ouais. Alors, quand on a des contraintes, là, vous facilitez pas la vie quand même avec ces trucs-là. Surtout quand après 40 ans, on a la vue qui commence à... Là, il faut s'équiper quand même, non? Il faut s'équiper. Et combien de temps tu mets de passer d'une truc de plastique comme ça et la petite figurine? Alors, effectivement, quand on part de cette plaque de figurines, déjà, c'est assez classique, c'est comme en maquette, on va couper, on va ébarber, on va préparer notre figurine, on va la sous-coucher comme quand on fait un mur pour que la peinture puisse accrocher. Puis après, on va appliquer plusieurs techniques, des bases, et puis on va appliquer différentes techniques de dégradé, d'ombrage, d'éclairage, etc. pour arriver jusqu'à ces figurines-là. Après, le temps... à celle-là, on peut la montrer, ça c'est Élise qui l'a faite, et c'est votre c'est ma fille, 9 qui ans. a 9 ans. Exactement. Voilà, bon, il y a du rose. Oui, c'est assez typique. Voilà. Alors pour répondre à la question, effectivement, le temps qu'on va y passer va dépendre des personnes en fait. Ah, oui. Certaines vont les peindre pour pouvoir jouer assez rapidement, ils vont passer quelques dizaines de minutes. Où je vais passer une petite heure. Et certains vont pousser leur niveau de détail très très loin, vont vouloir mettre des textures, vont vouloir vraiment faire d'une figurine une œuvre d'art plutôt qu'un pion de jeu. Et donc, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi au sein des French Wargame Day les Mini Awards. Donc c'est un concours de figurines. Donc en fait, c'est le Miss figurine quoi. Ouais, c'est une Miss figurine. C'est les. Avec le rose, il est. Il est atypique en fait. C'est ça que. Alors on arrive au terme de cette émission justement. Ce que je trouve assez génial aussi, c'est que là on voit vraiment un gros. Je sais pas si on arrive à bien voir, mais alors il a des grosses armes. Il est tout en rose. Il a un petit air. Je sais pas, un petit côté frottman un peu. Mais ce qui est vraiment marrant, c'est que Wargame, si la guerre pouvait être qu'un jeu. Voilà, ici, la guerre, c'est juste un jeu et c'est ça. En fait, vous proposez de vous évader des contraintes de la vie et jouer. Voilà, c'est important. On est vraiment sur, on va dire, une époque un peu plus ludique. Comme vous l'avez dit, l'ère du numérique, petit à petit, ça change. Et le but, là, est vraiment donc, de faire rencontrer du monde, de créer des liens, etc. Donc, c'est vraiment bien, ça permet de sortir de chez soi. Et sortir chez soi les 14 et 15 mars au Palais des Sports. Si jamais ça marche pas, ça sera reporté de toute façon. Ça sera reporté dans tous les cas. Voilà, jouez, faites-vous plaisir, faites du parapente, voyagez. C'était un petit peu la thématique de cette émission finalement qui nous réunit tous. Il est là le lien entre vous tous. Merci à vous et à très vite. Merci. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes.